Bonjour à vous, bienvenue sur cette vidéo. On va parler de tourisme médical, de cheveux, d'implants, de barbe, de seins, de botox, de fesses, de plein de trucs, d'ADN, mais également de procès, et puis de consumérisme et d'ultralibéralisme, et de voir de quoi on est le jeu lorsqu'on commence à mettre le doigt dans l'engrenage. Alors, le but, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal. Le but, c'est d'essayer de décortiquer quelque chose qui relève du phénomène de société, et puis de voir d'un point de vue sanitaire ce que ça provoque, d'un point de vue aussi sociétal que ce que ça engendre. Alors vous l'avez sans doute vu depuis 5 ans, 10 ans, pour les prémices, il y a de plus en plus de tourisme médical. Là, la grande mode, c'est d'aller en Turquie, voire en Grèce, dans une moindre mesure, pour faire des implants capillaires. C'est très masculin comme problématique et comme engouement. Et donc également des implantations de barbe pour avoir une belle barbe. Et puis il y a aussi les dents qui sont concernées, etc. Donc on va voir un peu tout cela. Donc ça repose sur quelque chose qui relève de l'apparence, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique, du confort émotionnel, et qui n'est pas considéré comme des interventions médicales au sens propre. Or, ça l'est. Et donc, comme toute intervention on a un impact sur la physiologie et la biologie, il y a irrémédiablement des effets secondaires. Et donc, on va en parler un petit peu. On peut prendre l'exemple de ce jeune homme français du nord de la France qui a fait un voyage en Turquie pour refaire une implantation de barbe, qui est revenu et, étant extrêmement déçu, a mis fin à ses jours. Donc c'est dramatique. Puis après enquête, il se trouve que le lieu avec lequel il a passé un contrat en Turquie, la personne qui est intervenue pour lui faire des implantations de barbe était agent immobilier. Donc c'était pas un professionnel de la santé, c'était pas un médecin, c'était pas quelqu'un qui avait des qualifications, c'est juste une personne qui a intégré un circuit commercial très juteux et qui a voulu faire un petit billet. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que derrière ces voyages de tourisme médical, à travers cet exemple-là, c'est prégnant, et vous pouvez trouver de tout. C'est-à-dire, vous pouvez trouver des gens qui sont très compétents, qui sont très bien formés, qui ont des cliniques qui ont pignon sur rue, qui ont des résultats, et puis ça tourne. Et puis ils assurent aussi le service après-vente. Il vous faut rester plusieurs jours, parce que si vous reprenez l'avion, vous avez des risques de microthrombose, et évidemment. Donc plus c'est invasif, plus vous avez des risques. Donc ils vous disent, non, reprenez pas l'avion avant 5-6 jours. Vous restez à l'hôtel, et puis on refait des petites consultations de contrôle de 10-15 minutes tous les jours jusqu'à ce que vous partiez. Bon, là déjà c'est plus sécurisant de dire, en fait on fait un prix bas, nous on est 2 fois moins cher que les autres, mais c'est Usgur, qui est chauffeur de taxi, qui vous fait ça entre 2 courses, il faut une implantation de barbe, et puis le lendemain, vous repartez en avion, comme ça en un week-end, vous n'avez même pas besoin de poser un jour de congé. Évidemment, c'est pas le même truc. Vous avez des conditions aussi d'asepsie, si vous êtes dans un environnement stérile suffisant pour pas avoir une infection, parce qu'évidemment, là, on fait des milliers de trous, que ce soit au niveau de la barbe ou des cheveux. Et donc là, c'est surtout la Turquie qui est visée. La Grèce, c'est un peu le même sillon, c'est le même circuit. Istanbul-Athènes, c'est la même trajectoire. Vous avez 1 heure, 1 heure et demie d'avion en plus. Vous avez un peu plus de compétences, donc c'est plus cher. Vous avez donc, on parle de dizaines, voire même de centaines de milliers de personnes qui vont, il y a des avions affrétés complètement, qui vont faire des voyages quasi quotidiens. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire capillaire, parce qu'évidemment, dans ce tourisme médical, on segmente, et puis on essaye de voir qui se répartit la plus bonne business. Pour ce qui est des dents, ça va être plutôt les pays de l'Est, et surtout la Hongrie. Donc là, pareil, on prend rendez-vous avant, on voit que les soins dentaires en France sont extrêmement onéreux, ça arrive à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc vous avez la possibilité au niveau esthétique en France de changer de sexe pour 150 000 euros en étant intégralement pris en charge par la sécurité sociale. En revanche, si vous avez des problématiques dentaires, ou vous avez des infections, on doit vous arracher la dent, puis vous devez remettre des implants, ça ne va pas être pris en charge. Donc, ça serait mieux venu peut-être pour certaines bourses, d'aller à l'étranger, puis de se déplacer dans des pays de l'Est, type Hongrie, où là la facture peut être 5, 10, 15, 20 fois moins élevée, donc ce qui est énorme. Pareil, les mêmes problématiques se posent. Vous avez un circuit, donc c'est très élaboré, donc vous avez plusieurs cliniques dédiées qu'à ça.
Il y en a d'autres qui font ça depuis 20 ans, donc ça roule. Et puis il y en a d'autres, en fait, qui se disent, il y a un business juteux, il y a un mec qui met un petit billet en se disant comment on peut réduire les coûts. Et puis vous allez avoir une opération un peu dégueulasse derrière, avec les chicots qui se croisent, une blanche, une jaune, une orange. Et puis ça fait un drapeau sympa, mais quand on sourit, c'est pas top. Donc ce circuit-là est assez connu. Dans une moindre mesure, vous avez l'Asie, vous avez des pays comme la Thaïlande aussi, où les opérations dentaires se font pour pas cher, mais bon, là le voyage est plus long, enfin, c'est plus fastidieux, donc c'est quand même une préférence pour les pays de l'Est. Pour tout ce qui va être chirurgie esthétique plastique, comme les seins, les fesses et le visage, c'est les pays du Maghreb à grande préférence pour la Tunisie. Donc en France, il en coûte entre 5 et 10 000 euros pour se refaire la poitrine, et ça va être beaucoup moins, on parle de 3 fois moins. En allant en Tunisie, parfois ce sont des médecins français qui vont là-bas, qui ouvrent carrément les cliniques. Et donc autant ça se voit sur les cheveux, autant ça se voit sur les dents, autant on ne se rend pas compte aussi de la manne touristique que ça peut représenter, mais ça fait un gros volume de personnes, et donc un gros volume de flux financiers. Et donc ça inclut également le Botox. Alors, petite parenthèse pour le Botox, il y a des études qui ont été produites par des chirurgiens esthétiques qui se rendent compte, alors je ne vais pas vous faire tout le détail, mais vous pouvez le trouver facilement. En gros, il y a un risque avéré sur ce travail musculaire-là, des muscles du visage, qui a une interaction avec le cerveau et que ça réduise le champ d'empathie. Enfin bon, bref, c'est une petite prévention. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, et qu'est-ce que ça raconte comme problématique éventuelle ? Les premières problématiques que ça raconte, c'est en cas de problématique. Problématique esthétique, vous dites comment je peux me retourner contre la clinique si c'est à l'étranger ? Évidemment, est-ce que vous allez pouvoir porter plainte correctement d'un pays à l'autre ? Est-ce que votre assurance va vous suivre ? Tout ça, c'est pas sûr. Si c'est un peu obscur au niveau des statuts de les cliniques, si on est un peu scrupuleux, on monte une clinique, tous les ans on la coule, on en remonte, on la coule, on la remonte, comme ça on lave, on fait tourner, on nettoie l'argent, ce qui est assez coutumier. Donc vous pouvez vous faire arnaquer. Donc ça, je dirais, c'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est d'avoir, on va dire, quelque chose qui est pas convenable, et donc vous allez devoir vous refaire intervenir, puis là c'est votre portefeuille qui va morfler, mais surtout si vous avez des effets secondaires. Des effets secondaires dus à une non-asepsie, par une non-compétence comme on l'a vu, ou aussi par un retour en vol. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez aller à l'hôpital public français. Donc vous avez des médecins, des chirurgiens français qui vont réparer gratuitement les erreurs produites par d'autres dans d'autres pays. Donc en fait, cette économie substantielle d'argent, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ? Tout en sachant que l'intégralité des compétences que j'ai détaillées sont présentes sur le sol français. Certes, c'est plus cher, ça va demander peut-être plus de temps d'économie, peut-être une frustration temporaire, mais est-ce que la sécurité n'est pas à mettre en avant ? C'est la première des choses, et puis souvent, il y a quand même c'est des chocs septiques, et donc là, on se retrouve aux urgences avec des problématiques qui peuvent être graves, voire mortelles. C'est assez documenté. Mais surtout, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'apogée, je dirais, de l'utilitarisme humain, du consumérisme esthétique et de santé, et d'expropriation de la composante et du savoir-faire pour un mieux paraître. Et donc là, dès qu'on met le doigt dans cet engrenage-là, jusqu'où on s'arrête. Si j'ai l'habitude de traverser les frontières pour un confort esthétique, il y a des personnes qui font de la chirurgie pour ressembler à des filtres. C'est-à-dire, ils se mettent des filtres sur Snap ou sur quelques applications, puis ils vont voir le chirurgien esthétique en disant « j'aimerais ressembler à ça ». Donc une projection, un avatar, un hologramme d'eux-mêmes, pour lequel ils ne seront peut-être jamais satisfaits, puisque évidemment la vie, c'est le mouvement, ça bouge. Donc la perception extrêmement subjective que je peux avoir de moi-même va évoluer, le contentement que je peux avoir sur moi-même peut évoluer, donc au final je serai un éternel insatisfait, un éternel frustré, je ne suis pas sûr, comme on parlait des changements de sexe, 60% des personnes qui changent de sexe sont pas heureuses au bout de 2 ans. Donc oui, on peut débourser 150 000 € remboursés pour changer de sexe, mais c'est pas dit que ça nous engage à être plus heureux. Peut-être que le déséquilibre, l'inconfort, la tristesse n'est pas à l'endroit qu'on estimait être le plus justement. Mais on peut continuer à consommer, on peut continuer de dépenser, d'investir, de s'endetter pour une apparence,
mais jusqu'où ça va s'arrêter? Quel produit on serait tenté de prendre? On peut le mettre en perspective aussi avec toutes les salles de fitness qui ouvrent, mais où on voit de plus en plus de personnes se tourner vers les produits dopants pour se dire, c'est long, donc frustrant. Pour avoir un beau physique, un beau corps, je vais peut-être consommer des brûles graisses, je vais peut-être prendre des stéroïdes anabolisants pour construire du muscle plus rapidement. Et donc on banalise cette prise-là aussi, quitte à ce qu'il y ait un déséquilibre endocrinien absolument majeur. Donc on se retrouve sur un peu un physique à la carte, une santé à la carte sur laquelle on va agir. Et après on se pose la question de dire, si je raisonne le monde, si je raisonne la santé, si je raisonne ma vie avec ce paradigme-là, jusqu'où ça s'arrête? Peut-être que je ne vais pas prendre soin spécialement de ma santé, et je vais miser sur le fait d'avoir un peu de pécule pour pouvoir investir dans un organe synthétique. On va prendre de mes cellules souches, c'est en voie de développement comme projets commerciaux, pas à moyen terme, mais à très court terme. Donc avec mes cellules souches, on va développer, on va dire de manière in vivo, un rein peut-être, et puis que j'ai un problème de fatigue rénale, d'insuffisance rénale, je m'en fous, je continue à picoler, je continue à faire mon truc, et puis quand j'arrive en limite de rupture, hop, je me fais une transplantation rénale, remboursée par la Sécu, merci le service public, et puis je continue. Même chose pour le foie, même chose peut-être pour les poumons, même chose pour le cœur. Et donc je vais jouir de la vie, je vais consommer de la vie sans plus être à l'intérieur, à l'écoute des besoins, puis des limites de mon corps. Peut-être que c'est frustrant, peut-être aussi que c'est une voie de développement à travers cela, mais je vais être dans la consommation. Mais après, si j'utilise ce paradigme de lecture-là, je vais attendre de l'autre qu'il soit conforme à l'image et à l'exigence que j'ai de moi-même. Et donc vous avez ce cas en Chine où un père a porté plainte contre la mère de son enfant parce qu'il la soupçonnait de ne pas être celle qu'il était. Je vous explique. En gros, c'était une femme esthétiquement belle à ses yeux, et il a eu avec elle un enfant qu'il qualifie de moche, en toute subjectivité. Et donc il ne comprend pas. Il se dit, moi je suis assez beau, bon, ma femme est plutôt belle, c'est peut-être pour ça que d'ailleurs qu'il l'a choisie, et il ne comprend pas que l'enfant ne soit pas standard. Donc il décide de porter plainte contre sa femme et d'investiguer. Et il s'est rendu compte qu'elle avait eu recours à de nombreuses chirurgies esthétiques, beaucoup. Le nez, les fossettes, les yeux, le teint de la peau, etc., etc. Les seins, beaucoup. Et donc au final, quand il a vu la photo à quoi elle ressemblait avant et à quoi elle ressemblait quand il l'a rencontrée, il a porté plainte et il a eu gain de cause. Parce qu'évidemment, si on est dans ce schéma de consommation, de rendement, d'esthétique et d'investissement sur la santé, il a été trompé sur l'investissement que lui a fait sur sa femme, donc il a été déclaré apte à déposer une plainte et à avoir je ne sais plus quoi, ce qu'il a eu en échange, mais en gros qu'il y avait bien une falsification de tromperie, peut-être qu'il a, je me rappelle plus, je vais essayer de vous mettre l'article, mais en tout cas ça a été reçu. Et ça fait une jurisprudence qui est assez gravissime, c'est-à-dire qu'on rentre dans une société du paraître qui est quasi assumée. Et donc on va paraître sur les réseaux sociaux, on va paraître sur les rencontres, les applis de rencontres, on va mettre des filtres, et donc il y aura une virtualisation de l'esthétique. Et on va dire ce qui va se dégager de la personne, ça sera très difficile à percevoir parce qu'on va mettre en avant, plus que tout, cet aspect esthétique comme si c'était notre seule caution. Caution au sens propre et au sens figuré. Et donc si on va plus loin, si on réfléchit sur cette augmentation de la santé, on veut quelqu'un aussi qui soit... Alors c'est un peu, je vais filer loin le truc, cette espèce de polyamour où il faudrait quelqu'un peut-être qui soit très beau esthétiquement d'un côté... en tant que compagnon ou compagne, et peut-être quelqu'un qui soit très satisfaisant au niveau des rapports, je ne peux pas le dire sur YouTube, mais au lit, voilà, puis peut-être quelqu'un qui soit très synchrone au niveau émotionnel, puis enfin une quatrième personne qui soit très empathique au niveau intellectuel, avec qui on a une stimulation. Et donc là, on coche toutes les cases, on n'a pas la personne idéale, on a les personnes parfaites qui créent quelqu'un qui n'est pas frustrant, parce que c'est chiant, il y en a un qui est fatigué, l'autre il veut pas faire l'amour, l'autre il n'est pas standard par rapport à ce qu'on voit sur le feed Instagram, donc mince, moi je mérite mieux que ça quand même, donc mieux avoir 4, 5, 6 personnes qui en addition forment quelqu'un de bien, plutôt qu'une personne à travers laquelle je devrais essayer de voir son cœur plutôt que ses apparats. Et donc évidemment on peut encore aller plus loin sur cet aspect de dire, moi
on va prendre l'exemple de nos amis chinois, de notre couple chinois. Nous sommes beaux, esthétiquement. Est-ce qu'on mérite un enfant lambda? Ben non, on mérite un très bel enfant. Et donc vous avez des sociétés, ça y est, c'est lancé, qui se proposent de sélectionner les embryons. Donc vous faites des fécondations in vitro, et donc il y a des embryons qui se développent, et puis là on va séquencer l'ADN, puis on va commencer à regarder les caractéristiques des embryons, et vous allez choisir à la carte ce qui convient à qui vous êtes quand même, vous n'êtes pas n'importe qui. Et donc vous allez pouvoir choisir. Donc ça s'appelle littéralement de l'eugénisme. Mais en fait la première pensée d'optimiser ses capacités, alors c'est pas d'un point de vue hermétique, mais il y a toute une branche, je fais une digression, je parle dans mon dernier livre du biohacking, mais comme une méthode presque d'écoute externe, mais à mettre en lien avec l'interne, qui peut s'entendre. Mais sinon, si vous êtes de l'école Brian Johnson, vous allez investir sur votre santé pour un surhomme, au sens nietzschéen du terme, avec tout ce que ça comporte comme le fait d'être absolument tordu et névrotique, et fondamentalement insatisfait, et fondamentalement méprisant envers vos congénères, eh bien, vous allez tendre vous-même vers la perfection, et donc vouloir avoir un être parfait qui est à votre image, c'est-à-dire votre descendance, c'est-à-dire la projection de vous-même. Et donc vous allez choisir vos embryons en disant « il n'y a que lui qui pourra être à minima digne de moi, puisque j'ai investi sur ce paraître-là, et puis moi je veux qu'il soit le meilleur, le premier, plus. » Et donc on a ça. Et puis en parallèle de cela, vous avez Elon Musk qui vous propose, lui, via sa société Neuralink, de faire des implants micropuces pour augmenter vos capacités cérébrales. 20, 30, 40, 50, 60% d'activité cérébrale en plus. Waouh, génial. Donc je suis super esthétique, je suis super intelligent. Tout ça, c'est le même continuum. C'est le fait de devenir homme-objet, et je dirais presque que c'est le dernier espace de liberté dans notre société. On va dire toutes les libertés sont de plus en plus contraintes, les libertés d'entreprendre, les libertés de se déplacer, les libertés de s'exprimer, les libertés de créer. Donc il reste la liberté de transgresser le dernier tabou qui est celui du corps. Bien sûr, on pourrait parler facilement des piercings, des tatouages, etc. Mais on peut aller derrière la transgression de jouer avec, on va dire, son genre, comme une expression de soi-même, ou alors de venir s'augmenter, de devenir un homme augmenté, mais en tout cas de devenir un homme-objet qui finalement nous rapproche plus du transhumanisme que d'un essentialisme qui travaille sur une forme de spiritualité ou d'un chemin de concorde avec une espèce de mission de vie, et puis de se connecter à soi, et en se connectant à soi, d'essayer de se connecter aux autres par un aspect émotionnel ou par un aspect plus cœur à cœur. Donc évidemment, tout ce travail-là, je ne dis pas que dès qu'on va faire une greffe de barbe, on va aboutir à là, je dis qu'en tout cas, ça raconte quelque chose de notre époque dans le fait que ça soit surexprimé. Chaque personne a de bonnes raisons de faire cela, il n'y a pas à juger, mais que parfois, en fait, quand on met le doigt dans cet engrenage, on ne sait plus où ça va s'arrêter, et qu'en fait, souvent, la société va chercher à promouvoir quelque chose par le ludique, le banal ou l'anecdotique, quelque chose de beaucoup plus grand, qui pour moi s'appelle transhumanisme. Et le fait de décomplexer, le fait de modifier, d'hybrider et d'agencer, de moduler les corps, raconte quelque chose à la fois de notre société, de notre mal-être, mais aussi de ce qu'elle est en train de devenir, où en fait on va devoir évoluer dans un monde concurrentiel, notamment avec les robots et l'intelligence artificielle. On parle de 300 millions d'emplois à court terme supprimés par l'IA. Et donc comment exister ? Peut-être que c'est difficile dans l'être, surtout dans une société hybride, je vais le faire peut-être par le paraître, et que ça va impacter moi, peut-être mon conjoint, et peut-être aussi ma descendance, et peut-être que pour rester concurrentiel, si je mets mon cœur de côté, il va falloir que je devienne un homme augmenté grâce à la technologie et à l'hybridation. J'espère que ces quelques réflexions, ces quelques partages vous auront servi. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo, et je vous dis à très vite.